Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez bienvenus dans l'émission Comme toujours, une émission, vous le savez, qui tourne autour du patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en ces périodes de Vendée Globe, on met à l'honneur les chansons maritimes en Vendée. On vous invite à faire un bond dans le temps, passer du XVIe siècle à nos jours. Et pour cela, on reçoit non pas un historien, mais un musicien, Christian Guillonneau, qui va disséquer le répertoire et nous inviter à suivre la partition. Allez, c'est parti, en avant la zizik. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Liceo Santillano, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Et ben voilà, on peut commencer en chanson. Les chansons maritimes ont traversé les siècles comme les océans. Elles se sont transmises de bouche à oreille et sont toujours interprétées de nos jours. Il n'y a qu'à voir comment elles s'invitent sur la toile et les réseaux TikTok qui font fureur. Ou Santiano, par exemple, de Hugo Frey. Mais comment d'ailleurs, est-ce qu'elle est de Hugo Frey? On en parlera. Et comment elles voyagent? Sont-elles écrites? Comment sont-elles composées? Mesdames et messieurs, avis de trompette sur l'émission, ça va swinguer dans les pupitres, les percus vont renverser leurs timbales sur les nappes de violon, les corps vont s'envoyer en l'air et les trombones vont boire leurs coulisses jusqu'à la li la la la. Les hautbois vont aboyer, saut de harpe et tête à queue de piano, Christian Guillonneau à la musique dans le sang et la musique au cœur et au corps, la veine musicale. Voilà qu'il s'est attelé à la tâche sur son métier à bruisser. Il a écrit la partition, peintre en battement, son pouls suit les pulsations, sa tape du pied, ça swing des mains, ça shabada sur le charleston, spécialiste du prêt à chanter et du défilé de notes, sapeur de texte, styliste sur phrases et sur notes, il livre les mots, les notes nus comme des vers et il les habille, avec des abeilles s'il veut. Il fait ça fait le buzz, il fait du sur-mesure à 2 temps, à 3 temps, il hoche, il opine de l'oreille et du crayon, il double croche du droit, uppercut majeur, pupitre que lui, tu meurs. Ce musicien croule sous les bonnes notes, sniffe de la blanche, travaille à la noire et décompose tout ce qui se passe à sa portée et sur sa portée. Charmeur de tympan, tailleur de tierces, tireur de cartes, il réécrit, il arrange les chansons maritimes. Alors, quelle forme musicale prennent ces chansons? Quelle typologie? Comment ont-elles été écrites? Ont-elles d'ailleurs déjà été écrites? Comment s'organise le travail de retranscription? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Christian, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, on est très heureux de vous avoir dans l'émission sur ce beau sujet des chansons maritimes. Alors peut-être avant de se lancer dans la discussion, permettez-moi de vous présenter nos 2 mélomanes musiciens, piano de cuisine, rap à fromage pour Jean-Pierre Pouvreau, et puis chercheur, collecteur et connaisseur en musique traditionnelle, en culture populaire. Voilà, hein, la brosse c'est dans le bon sens. Et il en manque. Et il en manque, ouais. Mais prochaine fois, on y va. Regarder, Un pianissimo. Vous allez bien? Comment qu'on va? On m'a vraie bonne. Bon. Vous allez chanter? Ça peut on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une Par chanson. contre, on a déjà des tornades de temps en temps. On va peut-être se calmer. C'est vrai. Jean-Pierre Pouvreau, au menu. Ben, on va bailler comme on l'aime. Oui, et puis... Année, il allait en faire un petit cuisine. Ah oui, bon, alors, 2 maquereaux, parce que le maquereau, bon, je vais vous expliquer, le maquereau, c'est un poisson abordable, pas cher, à la portée de toutes les bourses. Et donc, le paradoxe, on va le faire à la riche. Voilà. C'est aussi au sable Vérole de Macron. Vérole de Macron, oui, bien sûr. Oui, Chaumois. Attention. Oui, c'est du précis. Oui. Là, Vérole de Macron, C'est vrai, Même si le pont a sauté, ça vaut pas cher. il est toujours dans les têtes. Eh ben, c'est bien. Et Jean-Pierre? On va utiliser 2 archives d'Art Expo. L'une, c'est un hissage sur le plus grand voilier école du monde, sur le Célove. C'est un hissage main sur main, j'en expliquerai à ce moment-là. Et puis le deuxième, c'est un chant à virer au cabestan. C'est pour montrer déjà, puisqu'on va parler de rythme, etc., montrer qu'il y a des rythmes différents. Il y a quelques semaines, on a vu des gens à la danse, on a vu des gens à hisser à grands coups, et là, ça sera main sur main, etc. D'accord. Ça veut dire que voilà, les rythmes... Associés à un travail, à une... Oui, et j'allais dire, pour l'auteur de partition,
ça oblige à connaître aussi un petit peu tout ce qui se passe. Donc, À quoi ça sert? c'est ça, à visualiser aussi La les choses. fonctionnalité de... Ah bah des choses, oui. c'est justement ce qu'on va voir. Christian, vous avez reçu il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, juste avant votre départ à la retraite. 3 ans. Hier encore. Vous étiez alors directeur du Conservatoire des Sables d'Olonne. C'est ça. Et vous nous aviez parlé, quand vous étiez venu, d'un projet que vous meniez sur les chansons maritimes. Et on s'est dit, tiens, on va en consacrer une émission à ce sujet. Puisque ça a été quoi en fait ce travail Alors, c'est encore de la faute de Jean-Pierre, Ah, évidemment, parce que c'est lui le coupable. toujours lui le coupable. Pardon. Oui, voilà. Donc Jean-Pierre, tu me contrediras ou pas si tu veux, mais il est venu me voir en me disant, il y a un répertoire, il faut le sauvegarder, il faut le sauver, on a des enregistrements, mais c'est pas suffisant, donc il faut écrire des livres où on va mettre dedans les partitions, on va essayer de sauvegarder ce patrimoine pour les générations futures. Donc le travail a été, lui il l'avait déjà fait bien en amont évidemment avec la collecte en enregistrant les anciens qui chantaient les chansons. Et donc après, il fallait des musiciens. Alors il en avait déjà évidemment à l'OPCI, il n'y a pas de problème, mais c'est très long à faire. Et donc, puis c'est vrai que c'est un peu fastidieux quand même. Et donc il fallait un peu de temps. Et donc il m'a dit, est-ce que tu voudrais faire ça? Voilà. Donc moi j'ai dit, oui, parce que je trouve que c'est important de sauver le patrimoine. Ça, pour moi, c'est une chose qui est essentielle. Le patrimoine, c'est l'avenir de nos enfants. Donc il faut absolument le sauvegarder. Et surtout le patrimoine intellectuel qui n'a pas de traces, tangibles. Donc il faut absolument trouver un moyen pour le transmettre. Donc en fin de compte, nous avons, Jean-Pierre m'a demandé de participer à la réalisation des livres. Je les ai amenés ici, là, voilà, c'est ça, c'est Les gens des Olonnes chantent. D'accord. Donc on a fait un premier tome qui était tourné autour des chansons plus du territoire, voilà, le mariage, etc. Puis le deuxième tome qui était un plus centré sur le maritime et sur les chansons de marins entre guillemets, parce que c'est pas forcément des chansons de marins, c'est des chansons maritimes qui ont un rapport avec la mer, quoi. Voilà. Et donc après ce travail accompli, moi, avec Jean-Pierre, on a dit, quand même, le but, c'est de transmettre. C'est bien d'avoir des bouquins, mais ceux qui ne savent pas lire la musique, déjà, ils vont avoir du mal, même si ça les intéresse, le texte de la chanson, c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans les chansons traditionnelles. C'est pas la musique, c'est le texte, c'est ça qui prime. Et donc, il fallait quand même faire quelque chose en tant que conservatoire avec ce matériel. Donc, nous avons été chercher des élèves des écoles, des élèves du conservatoire, des petits-enfants qui étaient en groupe de chœur, qui chantaient en chœur. Et on s'est dit, on va enregistrer un certain nombre de chansons qui sont extraits des 2 tomes avec des musiciens. Alors une part avec des musiciens traditionnels et une autre part avec les professeurs du conservatoire. Et donc il a fallu, en fin de compte, avoir 2 visions des chansons traditionnelles, c'est-à-dire la vision traditionnelle, accompagné par des musiciens traditionnels, donc où vous saviez faire. Et après, une part plus moderne, où on se dit, les chansons de transmission du répertoire, il faut aussi qu'elles évoluent, il faut aussi qu'elles rentrent dans notre époque, et donc avec des arrangements un petit peu plus actuels, que j'ai réalisés, et donc on a enregistré, accompagné par les profs du conservatoire, avec les chœurs, et on a eu, je crois, beaucoup de chance, parce que le samedi matin, on avait ordre du confinement, et c'était le jour de l'enregistrement, donc on s'est dit, tant pis, on enregistre quand même, donc on a fait l'enregistrement le samedi, et le lundi matin, c'était fini, on était confinés. Vous avez bien fait. Voilà. Vous avez bien fait. Moi, ça me questionne cette importance de le mettre sur papier, de l'écrire pour préserver. Est-ce que forcément préserver, c'est de l'écrit? Est-ce que non. Alors, préserver, c'est pas forcément de l'écrit. Moi, il va peut-être pas être d'accord avec ce que je vais dire, Jean-Pierre, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de discussions, notamment avec, je ne sais plus son prénom, Bernard Subert, voilà, et puis aussi avec Michel Colleux, voilà, parce que eux, ce sont vraiment des spécialistes de la musique traditionnelle. Ils connaissent leur sujet, quoi, que moi, je ne connais pas. Humblement, moi, je suis un... Vous avez cette appétence?
J'ai cette appétence, mais je suis un musicien classique, je fais une formation classique, donc avec tout ce qui va avec, le bagage qui va avec. Donc, en fin de compte, il faut un petit peu oublier l'enseignement classique que moi j'ai eu, et c'est vrai que moi, ça m'a un peu perturbé. J'imagine. Parce qu'en fin de compte, on va prendre un exemple tout simple. Par exemple, au niveau, on parlait du rythme tout à l'heure. Au niveau des rythmes, quand on écrit la musique, on a des mesures. Donc, on a un certain nombre de temps, de pulsations par mesure, avec une régularité. Or, dans les chansons traditionnelles, il y a des fins de phrases où, allègrement, on rajoute presque systématiquement un temps de plus, et on ne peut pas le rentrer dans la mesure. Donc, il faut apprendre à se passer un petit peu de la notion classique de l'écriture la rigueur, musicale. peut-être. En plus de ça, on coupe les mesures quand on écrit au milieu pour que la phrase commence à la ligne suivante, par exemple. Ce sont des choses comme ça. Après, ça, c'est le plus simple. Et le moins simple, c'est les modes. Alors là, j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'en fin de compte, les modes, bon, je connaissais bien sûr, mais vraiment, les modes anciens, les modes traditionnels sont très inspirés de tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge, et puis après, voilà. Et donc, c'est des notions que nous, musiciens classiques, on apprend, disons, moyennement, quoi. On survole, voilà, comme ça un peu, mais on ne rentre pas dedans à fond, quoi. Et donc, il y a des modes très particuliers, comme les modes qui sont incomplets, hein, donc, voilà, donc on parle des fois de mode do, sol, do, fa. C'est des conceptions pour un musicien classique qui sont assez compliquées à comprendre. Voilà. Après, ça, c'est l'aspect technique, je dirais. Après, il y a l'aspect de la transmission par la partition. Donc, cet aspect-là, et c'est peut-être là où on va être moins d'accord, on me demande, moi, de transcrire exactement ce que j'entends. Or, ce que j'entends des fois, c'est pas juste. On entend bien que c'est pas les bonnes notes, parce que c'est pas logique du tout. On entend des problèmes de rythme qui sont pas bons, c'est-à-dire qu'ils sont pas de l'interprétation. Attention, hein, je fais bien la différence entre style, interprétation, et on voit bien que le gars il se trompe, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit transcrire l'erreur, ou est-ce qu'on doit transcrire ce qui pourrait être résoudre, on sait ce qu'ils ont voulu chanter en fin de compte. Hein. Moi, je pense, voilà. Peut-être bien. Et donc, le problème, c'est que si on transcrit l'erreur, si on transcrit toutes ces subtilités, la partition devient illisible. Donc, à quoi ça sert d'écrire des partitions illisibles si c'est fait pour être transmis? Moi, je pense qu'il vaut mieux. Alors, dans la mesure du raisonnable, évidemment. On ne fait pas n'importe quoi, c'est pas de l'interprétation de ma part ou de notre part, mais on essaye d'écrire une partition lisible pour qu'elle soit transmissible. C'est-à-dire que quand on lit la partition, elle est mise déjà dans une tonalité simple à lire, les rythmes sont écrits d'une manière assez, même s'ils sont, c'est la réalité quand même, mais ils sont quand même assez simples à lire, de façon à ce que la personne, quand elle voudra chanter la chanson, elle peut lire la partition, et après, si elle veut l'interpréter avec le style, je dirais que l'interpréter, là, il y a les QR codes dans les bouquins qui permettent d'entendre la personne chanter, et là, on comprend le style, on comprend l'interprétation. D'accord. Donc voilà, ça, c'est les deux se complètent, finalement. Voilà, les deux se complètent. Moi, ça, c'est ma façon de voir les choses quand on transcrit une partition pour ce genre de choses. Voilà. Non, je rassure Christian, je suis complètement d'accord. Sinon, on ne lui aurait pas demandé de collaborer. Non, on est d'accord. Voilà. Et puis l'écriture, elle est assez récente par rapport à l'histoire de l'humanité, où on se dit qu'effectivement, il y a eu des transmissions avant même l'écriture, et ça n'a pas empêché... Alors, peut-être avec chacun son interprétation, des choses qui sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, mais en tout cas... Peut-être l'écriture rend scientifique aussi les choses. Peut-être on parlait dans une... Davantage, parce que alors, si on veut rentrer vraiment dans le détail du scientifique et puis de la technique, au Moyen-Âge, on ne mettait pas les barres de mesure. Ça n'existait pas. Non. On avait ce qu'on appelait le touchement. Alors, le touchement, c'est quoi? Vous aviez des chanteurs, et donc, quand il y avait, je dirais, sur le rythme, une intention de départ ou une intention de lever, on touchait l'épaule du voisin pour indiquer le truc. Et donc, on se référait comme ça un peu à la rythmique, parce qu'au départ, c'était les neumes, c'était les trucs, l'écriture a évolué. Et à un moment donné, l'invention qui est arrivée, c'est la métrique, avec la mesure, avec les barres de mesure. Et donc ça, c'est vrai que
quand on entend des chansons qui sont de tradition orale, des fois, on serait tenté d'enlever les barres de mesure et pour que ça d'écrire tombe, sans barres de mesure. Mais le problème, c'est que les gens qui lisent la musique, mais sans être des spécialistes, ils vont être très vite perdus. Ils vont être très vite perdus là-dedans. Ils vont pas comprendre et ils vont pas sentir les appuis et les levées, par exemple. Et du coup, pas s'approprier les choses. Pas s'approprier les choses. Et c'est l'effet inverse. On va le laisser de côté. Exactement. Exactement. Ouais. Voilà. Vous partagez, Jean-Pierre? Ah mais complètement, sinon on n'aurait pas travaillé ensemble. Ouais, sûr. Non mais on avait, c'était difficile de publier des œuvres du 15e, 16e, 17e siècle, alors que le solfège tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. Oui, c'est ça. On aurait fait une erreur historique. Alors, à cette époque-là, donc Bernard Subert, qui est un musicien dans des ensembles de musique Renaissance, avait fait ce travail avec Robin Joly de la compagnie Outre-Mesure. Donc on s'est réunis quelques-uns pour se mettre d'accord. On a fait un colloque là-dessus au Havre sur la manière d'être au plus près de ce que représentent ces chansons. Parce qu'on le sait très bien que chaque chanteur, même la même personne, va avoir qu'on enregistre à différents stades, des moments différents. Quand ils sont chez eux, assis devant le micro, quand il y a 2 ou 3 personnes qui répondent, et puis je me souviens, quand on les faisait monter sur la scène avec 4-5 000 personnes devant, ça n'a plus rien à voir. La tonalité n'est peut-être plus la même. Tout était changé. Donc voilà, c'est de l'art populaire. C'est ce côté vivant. Et vivant, c'est ça, c'est très vivant. Après, moi, je me questionne, comment on fait pour se dire, je vous entends dire, ça date du XVIe siècle. Est-ce que ça existait avant le XVIe siècle, ou alors c'est vraiment une création du XVIe siècle, ou c'est qu'au XVIe siècle, on s'est intéressé à ce morceau-là et que du coup, on en a gardé trace, mais que peut-être il existait avant? Bien sûr. Oui. Non, mais c'est parce que on a des premières écritures, des traces concrètes qu'on peut dire. Si je prends l'exemple Auprès de ma blonde. Oui. Bon, elle est dans un manuscrit, dit manuscrit de Luc, en 1548. Bon, on sait au moins qu'elle existe là. À cette période-là, elle il y a quelques jours, on parlait de Partons, la mer est belle, on ne sait pas la date. Mais il y a dans le cahier de la famille Paul-Émile Pajot, 1891. Bon, on sait qu'elle existe en 1891. Mais de là à dire qu'elle est née... Non. Oui, elle était là, sans doute. Non, ce sont des chants, des choses qui sont transmises oralement. Ouais. Ballard, quand il publie ses ouvrages au début du XVIIIe siècle, par exemple, il dit bien recueil de chansons de ce temps. Mais de ce temps, c'est quoi? Et au clair de la lune? Clair de la lune, c'est 18e, fin 18e. Une chanson paillarde, entre nous se dit. Oui, on est d'accord. Comme beaucoup de chansons de comptines pour les enfants, du reste. C'était pas pour les enfants. Ouais, tout à fait, c'était l'éducation de l'époque. Comme les contes, comme les contes qu'on croyait pour enfants. Eh ben, c'est un peu comme la cuisine, ça se transmet, ça évolue. Ça évolue. Donc la transition est toute trouvée pour passer à votre chronique. On passe à table? Bon, allons-y. Oui, ça évolue. Ah oui, ça évolue en permanence. Ça évolue dans les habitudes, dans les coutumes, dans l'interprétation et dans les modes. Et les produits. Et les modes et les produits, mais bien sûr. Autrefois, ce qui se mange maintenant ne se mangeait pas il y a un siècle. Comme la margate qui était donnée aux poules, comme les civelles, comme une multitude même les maquereaux, peut-être, même les maquereaux, peut-être. La sardine se cuisinait, les maquereaux aussi quand même. Mais il y a toute une évolution là-dessus. Maintenant, avec la pêche amateur qui s'est développée partout, plus la pêche qui reste chez nous, il faut la sauvegarder. Et les transports possibles. Et les transports possibles, c'est ça qui a développé un petit peu la façon de manger du poisson et de le cuisiner. Parce que le poisson, les recettes de base, interprétées un chef, 2 chefs, 10 chefs, 1000 chefs, chacun rajoute sa touche personnelle, selon ses goûts, selon ce que sa famille aime ou n'aime pas, etc. etc. C'est une évolution permanente, c'est sûr. Bon, alors là, les maquereaux à la riche, revenons à nos moutons. Des maquereaux vidés, nettoyés, du thym émietté, du laurier, 200 grammes de framboise. On trouve de la framboise maintenant qui est bien dans les petites barquettes, là, il n'y a pas de problème. On trouve également de l'oseille. Ça, c'est génial, l'oseille. Donc, c'est une petite sauce à l'oseille et à la crème fraîche. Et le mariage des deux, il est fabuleux. Et les maquereaux, on peut les cuire ou à la poêle ou on peut les griller. La sauce peut se faire à part également. Donc, alors, on cuit les maquereaux entiers à la vapeur,
ou grillé, ou dans une poêle, avec ou un peu d'eau et du laurier, ou voire un petit peu de beurre. Adaptez vos modes de cuisson selon les goûts que vous avez en bouche. Couvert avec, assis à la poêle avec un couvercle, bien sûr. Et puis, une fois que c'est juste cuit, on les laisse refroidir dans l'endroit où on les a fait cuire. S'il fait griller, bon, il faut les faire griller plus longtemps. Et ensuite, quand c'est tiède, on les décortique. On enlève l'arête. Et là, toutes les petites arêtes là, s'enlèvent à peu près toutes seules. Voilà. S'il en reste un petit peu, maintenant, ils font des pains. C'est un mets de roi. Hein. C'est un poisson pas cher, mais c'est meilleur. Et le résultat est fabuleux. Donc, on met tout ça dans un plat de service, tous les maquereaux. Là, j'en ai mis 6 pour 4 personnes. Parce que moi, j'aime bien le maquereau. Voilà. J'en mets toujours plus pour la repasse. Voilà, il faut toujours. Voilà, sait-on jamais. Sait-on jamais. Et alors, donc, on a acheté évidemment de l'oseille. Et alors, donc, il faut à peu près une livre d'oseille. Et l'oseille aussi, c'est des grosses feuilles, il faut enlever la nervure principale. Si elles sont petites, maintenant, ils en vendent toutes petites feuilles d'oseille. Là, on les prend entières. On les fait tomber au beurre. Une fois que c'est tombé au beurre, on la crème avec de la crème fleurette. On laisse réduire. Et là, vous mettez vos framboises que vous avez mises entières ou légèrement concassées, mais la framboise est tellement fragile, on les pose entières et on les écrase à la fourchette sur les maquereaux. Voilà, ça suffit. Un petit tour de poivre, un petit peu de sel. On fait tiédir au four. Et quand c'est prêt à envoyer, la sauce qu'on a goûtée, sel, poivre, paf, on balance la sauce dessus, badaboum, une bonne tranche de pain rassis avec une purée de mojette ou des pommes de terre, de narmoutier ou des patates douces, et c'est un vrai régal. Voilà, on peut le faire à l'avance. Il faut l'élever en filet, donc ça peut être réchauffé. Vous avez vu, il rythme ses chroniques. Il met des onomatopées et paf, c'est un musicien. Un musicien. Merci mon petit Jean-Pierre. Voilà. Eh ben, c'est noté. Christian, est-ce qu'on s'interdit des instruments dans les réarrangements? Non. On ne s'interdit pas d'instruments. Non. On essaye de... Généralement, quand on fait des arrangements, on arrange pour les instruments qu'on a à sa disposition. Voilà. Et puis, en fonction des volontaires qui veulent participer à un projet. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je fais énormément d'arrangements dans ma carrière. Hein. Donc, c'était souvent des trucs improbables. Ouais. Je me souviens d'avoir arrangé la petite suite de Debussy, où dedans, il y avait une guitare, Basile, qu'on connaît tous les deux. Il y avait accordéon, il y avait piano, il y avait un tuba, il y avait une trompette, une clarinette, une flûte, voilà. Enfin, bon, c'était... il y avait des cordes, voilà. Pardon. Et puis, bon, c'est en fonction des circonstances, on va dire. Voilà. Comme faisaient du reste les musiciens au XVIIIe siècle. C'est ça. Faut quand même se rappeler que les transports étaient quand même moins rapides que maintenant. Donc, ils ne travaillaient qu'avec les musiciens qu'ils avaient sur place. Et donc, des fois, ils n'avaient pas tous les musiciens à leur disposition. Donc, ils arrangeaient aussi au fur et à mesure, en fonction de ce qu'ils avaient sous la main. Voilà. Des chansons qui sont associées aux gestes et aux gestes de travail. Vous nous en parlez dans un instant. C'était les questions de hissage, par exemple. Et on en parle de bouche à oreille. C'est tout de suite avec vous. Oui, alors j'ai choisi 2 vidéos qui sont bien démonstratives de l'utilisation et de l'utilité de la chanson à bord. D'abord, on commençait, quand on formait un équipage, on commençait par recruter le chanteur, le shantyman. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui va être responsable de la qualité des manœuvres. Ah, d'accord. Et là, on va voir une première vidéo où donc le geste s'appelle du main sur main. Donc on voit la première image, et qui est menée par un Anglais qui a travaillé avec les derniers shantymen américains. D'accord. Qui lui ont on peut regarder pendant que vous commentez. Voilà, on va regarder ça. Ouais, et puis vous pouvez le commenter en direct.
Ah oui. Ah oui, tout à l'heure, on a entendu Hugo Frey Ouais, qui a, Santiago, ouais. il a emprunté Ouais. justement un de ces chants américains D'accord. du début du 19e siècle. Et il l'a détourné pour faire une chanson de variété. Mais il n'y a plus le rythme. Moi qui connais la version originale, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Donc le bateau, là, c'est important de le dire, c'est le Sedov. C'était en 2002 à Douarnenez. Et c'est le plus gros bateau école qui existe au monde. Il fait 117 mètres de long. Il a été construit en 1921. La deuxième vidéo, c'est à Viré au Cabestan. Et je me permets de vous interrompre. Est-ce qu'on peut la terminer en générique? Oui, on pourrait même terminer avec ça. On pourrait terminer là-dessus. Ça pourrait être sympa. Ce qui bouclerait notre Tout à fait, ça émission sera en sympa. images et en chanson. Et donc, du coup, c'est l'occasion de vous remercier et puis de se dire à Bétou. À Bétou. À Bétou. À Bétou. Merci les Jean-Pierre. Alors donc c'est à Viré au Cabestan à 7, où on y voit les gars de Saint-Jean-de-Mont, dont on va retrouver quelqu'un qu'on a déjà invité sur ce plateau. C'était en 2016. Donc là, c'est pour amener un bateau à quai. Alors, regarde, on écoute. La boucle à Benzoni, vive les écoliers.